Bonjour à tous, je suis Susana Gomez, je travaille au FC3R et j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter deux personnes de l'Institut Curie, Katia Ancelin et les chercheurs du CNRS et Virginie d'Anglais-Marie et les vétérinaires désignés de l'Institut Curie qui vont nous parler du biais de sexe en recherche animale. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de l'utilisation de la variable sexe dans les essais précliniques. Donc, pourquoi cette présentation? Donc, en fait, on fait toutes les deux parties d'un membre de comité d'éthique pour l'expérimentation animale. Et très souvent, dans les demandes à l'autorisation préalable pour l'expérimentation animale, il y a une section, la section 3.4.12, où il est demandé d'indiquer le sexe des animaux qui vont être utilisés dans l'étude. Et très souvent, on a remarqué pendant la relecture de ces demandes préalables que les utilisateurs remplissaient les cases en disant on va utiliser seulement les femelles parce qu'elles sont moins agressives, on n'attend pas de différence entre les sexes, où on va utiliser aussi bien mâles et femelles, mais sans donner aucune information dans le reste des procédures quant à la distribution des deux sexes. Donc, en tout cas, au sein de notre comité d'éthique, on a réalisé que la plupart des applications, en fait, utilisant le modèle souris, sont appliquées pour un seul sexe, et que quand les deux sexes sont inclus, les résultats sont le plus souvent agrégés ensemble et non pas séparément. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'on a eue au sein du comité d'éthique, où il nous semble qu'en général, aussi bien en biologie en général, et notamment en immunologie, qui est très représentée au sein d'un comité d'éthique, et de manière générale, dans les publications, le sexe est peu souvent spécifié. Moins de la moitié des publications rapportent quel sexe a été utilisé dans les animaux. Et il est clair que ceci impacte clairement la qualité des résultats, aussi bien pouvant engendrer des problèmes de reproductibilité des résultats et potentiellement augmenter la variabilité de ces résultats. Et enfin, le dernier point vraiment qui nous semble important, c'est que s'il y a des effets entre les sexes, le fait d'agréger les résultats ensemble fait perdre cette information. Alors, l'année dernière, il y a eu un certain nombre de meetings, notamment en région parisienne, qui ont rapporté l'importance de comprendre les biais de sexe dans l'étude de la susceptibilité aux maladies, mais aussi dans des conditions normales. Donc, vous voyez, on a mis les deux affiches qui sont présentées ici. Et c'est un sujet, comprendre les biais de sexe dans les maladies ou dans les études précliniques, commence à être beaucoup plus, commence à avoir recevoir plus d'attention. Et vous voyez qu'ici, on a mis l'affiche pour l'annonce du Club des belles souris pour l'année prochaine avec deux interventions qui vont parler de l'importance de prendre en compte le sexe des animaux. Alors, je vous disais, on sait qu'il y a des différences claires entre les sexes, entre hommes et femmes, dans la susceptibilité aux maladies. Donc ici, cette illustration, c'est juste pour dire à quel point il y a des différences, notamment aussi bien dans la réponse immunitaire, dans la réponse, enfin, vis-à-vis des infections. Ça, c'est ce qu'on a très bien vu il y a quelques années avec la pandémie de Covid, où la susceptibilité des hommes et la mortalité des hommes était très différente par rapport aux femmes. Mais par contre, les femmes sont de manière générale plus sensibles aux maladies auto-immunes. Il y a tout un autre, donc vous voyez, cette illustration montre à quel point il y a des différences entre les différents types de maladies. Et si on revient à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à la recherche fondamentale et aux études précliniques, on ce rappel de cette publication qui a étudié l'importance de comprendre les dimorphismes sexuels dans le modèle murin. Donc, c'est
une publication qui a été faite en 2017 et qui a porté sur une énorme cohorte d'animaux, plus de 2000 lignées transgéniques différentes, et qui a été, où il y a eu 10 centres indépendants à l'international qui ont été impliqués pour étudier les dimorphismes sexuels. C'est des énormes sets de data qui ont été utilisés, un peu plus de 900, et il est clair que ce papier montre à quel point il y a des différences, que ce soit chez les mâles ou chez les femelles, en fonction du système biologique qui est utilisé. Et une des conclusions majeures de cette étude a été de dire que les résultats montrent à quel point il est important de prendre en compte le sexe dans le design et l'analyse des animaux, des études portant sur les animaux. Excusez-moi. Donc, pour en revenir à cette différence aussi entre les sexes, mais pour l'espèce humaine, il y a maintenant une étude à l'international qui a porté sur la compréhension de l'expression des gènes au sein de 44 tissus différents. Donc, c'est le consortium du GITEX qui a analysé plus de 800 individus, et vous voyez ici schématiser les différents tissus qui ont été utilisés. Et donc, c'est tiré de ce papier qui est de 2020 dans Science, qui montre à quel point il y a des différences entre hommes et femmes pour un certain nombre de pathways biologiques. Et cette étude conclut que plus d'un tiers du transcriptome humain est exprimé différemment dans au moins un des tissus. Et il s'agit de gènes qui sont aussi bien portés par des autosomes, mais également par le chromosome X. Donc justement, là, on va parler un petit peu des différences de sexe liées au phénotype. Donc, une des vues traditionnelles, c'est que le contenu, donc le sexe est déterminé par le contenu génétique, XX pour les individus femmes ou femelles, et XY pour les hommes. Et cette différence génétique va permettre une première détermination du sexe biologique, et mettre en place ensuite, au cours de la vie adulte, la circulation différentielle des hormones et la mise en place de caractères sexuels secondaires. Mais vous voyez que finalement, la différence entre hommes et femmes liée à la différence d'hormones circulantes est présente pendant toute la phase adulte, mais n'est pas présente avant la puberté, ni finalement plus tard pendant l'âge, le plus grand âge. Par contre, la différence génétique, elle, est présente tout au long de notre vie. Et même, on sait maintenant que cette différence génétique est importante dès le moment de la fertilisation et pendant toute la période embryonnaire, prénatale. Donc, il est important de considérer que le contenu en chromosomes sexuels X et Y est présent tout au long de notre vie et est également présente dans chacune de nos cellules. Chaque cellule a un sexe, XX ou XY. Donc, cette présentation, enfin, pour les quelques minutes qui suivent de mon côté pour cette présentation, je vais vous parler un petit peu des différences entre chromosomes sexuels. Et ensuite, Virginie va prendre la suite pour vous parler d'illustrations spécifiques en cancérologie et en immunologie. Et enfin, on va discuter avec vous des éléments de réflexion que nous avons pour comment mieux étudier le sexe en tant que variable biologique. Alors, ce diagramme, en fait, ce schéma représente la différence entre les chromosomes X et Y dans l'espèce humaine. Donc, vous voyez tout de suite l'importance, la différence importante de taille entre ces deux chromosomes. Le chromosome X, on considère qu'il y a environ 1000 gènes, alors que le chromosome Y porte environ 100 gènes. Donc, on a une différence d'un log de 10. Et quand on réfléchit, chez des individus XX, le chromosome X représente 5% du génome, et chez des individus XY, 2,5% pour le chromosome X et quasiment 1%
pour le chromosome Y. Donc, c'est quand même une part importante de notre patrimoine génétique. Mais vous voyez que la différence de taille engendre, d'un point de vue génétique, une grande différence entre avoir 2 X ou un X et un Y. Donc, on va s'intéresser à ces différences génétiques et liées à l'expression des gènes liés à l'X ou liés à l'Y. Alors, chez les mammifères, de manière à compenser cette différence entre avoir un seul X ou 2 X, il y a un phénomène qui a été mis en place et qui s'appelle, donc chez les mammifères placentaires, et qui s'appelle l'inactivation du chromosome X, et qui consiste à rendre silencieux quasiment l'intégralité d'un des 2 chromosomes X. Donc, chez un individu XX, un des 2 chromosomes X va devenir silencieux de manière aléatoire. Ici, c'est le chromosome X rouge qui va continuer à s'exprimer, qui va être actif, ou ça pourrait être aussi le choix du chromosome vert qui restera actif. Des études, il y a une dizaine d'années, ont montré que si on insérait des rapporteurs fluorescents sur chacun de ces chromosomes X, en tout début de développement, les cellules expriment les 2 chromosomes X. Il n'y a pas eu encore de choix d'inactivation, les cellules sont jaunes. À un moment donné du développement embryonnaire, il va y avoir cette inactivation du chromosome X aléatoire et les cellules seront rouges ou vertes. Et ce choix sera ensuite propagé de manière clonale au cours du développement et dans chaque tissu. Si on regarde ici, c'est des coupes de tissus murins et vous voyez que chez des souris femelles, que les cellules sont mosaïques en fonction du chromosome X qui a été inactivé. Ce qui est vrai chez la souris est également vrai chez les femmes. Donc, il faut vraiment se dire que le choix du chromosome X qui est inactivé est une couche de différence chez les femelles mammifères. Alors, je vous ai dit que le chromosome X était en grande majorité inactivé, mais une étude relativement récente de 2017 s'est intéressée à l'expression des gènes du chromosome X. Donc ici, on a le schéma du chromosome X dans différents tissus. Donc, sur cette grille, on va regarder les tissus en vertical, les gènes du chromosome X en horizontal. Et donc, c'est toujours issu des mêmes types de données du consortium international GITEX. Et le code couleur montre le biais d'expression. Plus la couleur est rouge et plus l'expression est forte chez les femmes, plus le biais est bleu, plus l'expression est forte chez les hommes. Et ici, quand on regarde l'intégralité des gènes du chromosome X, on voit que le profil d'expression des gènes n'est pas blanc, ça serait égalité entre hommes et femmes, mais il y a bien beaucoup de biais de couleur qui peuvent être variables en fonction du tissu. Ici, par exemple, on a un tissu où ce gène va être majoritairement exprimé chez les hommes, alors qu'ici, ce sera chez les femmes. Donc, vous voyez que bien qu'il y ait une activation du chromosome X, le biais de couleur en rouge implique aussi qu'il y a un échappement à l'inactivation du chromosome X, qui est une nouvelle couche de variabilité chez les individus femelles. Alors, on s'est intéressé au chromosome X. On va regarder aussi les profils d'expression du chromosome Y. Donc, je vous ai remis ici la différence de taille entre les 2 chromosomes, et on va s'intéresser sur un certain nombre de ces gènes qui ont des paralogues sur le chromosome X, mais qui n'ont pas, dont on ne sait pas encore, ou on sait qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions que ceux présents sur le chromosome X. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur, par exemple, ce gène KDM5D qui a un paralogue présent sur le chromosome X, parce que Virginie reviendra sur ce gène en particulier pour des études en cancérologie. Donc, de la même manière, toujours avec les mêmes bases de données de GITEX, ici, vous avez les tissus qui sont représentés, les différents types de tissus en horizontal, et ici, on regarde les gènes en vertical. Il y a une certaine catégorie de gènes qui sont exprimés uniquement dans les gonades et peu dans les autres types de tissus, mais néanmoins, il y a un certain nombre de gènes du Y qui sont exprimés de manière ubiquitaire. C'est le cas, par exemple,
pour KDM5D qui est présent dans tous les types de tissus. Donc, le fait d'avoir un chromosome Y et ces gènes qui sont présents uniquement chez les individus XY montre bien l'importance de s'intéresser aussi au contenu génétique spécifique du Y. En contenu génétique, grâce à l'inactivation du chromosome X chez les mammifères à placenta, il y a souvent une égalité entre un contenu XX et XY. Néanmoins, je vous ai très rapidement illustré que dans certains cas, il y avait des différences liées au fait d'avoir 2X ou liées au fait d'avoir un chromosome Y. Donc, il existe des différences de dosage d'expression des gènes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment juste pour vous le notifier ici qu'il existe vraiment pas mal de cas particuliers. Ce qu'il faut retenir également, c'est que de plus en plus, il est reconnu qu'il existe un effet épigénétique lié aux chromosomes sexuels qui peuvent, notamment le chromosome X est impliqué dans le codage d'un certain nombre de facteurs de la chromatine, et donc de facteurs épigénétiques qui vont réguler l'expression des gènes, aussi bien des gènes de l'ensemble du génome, donc présents sur les autosomes. Et en particulier, j'attire votre attention sur cette publication que Virginie va détailler dans quelques instants de ce gène qui s'appelle UTX, qui est impliqué dans des différences intrinsèques dans certaines cellules, dans l'expression de certaines cellules immunitaires. Et de la même manière, un autre gène qui, cette fois, est codé par le chromosome Y, mais qui a un paralogue sur le chromosome X et qui est impliqué dans les cancers colorectaux. Voilà. Donc, il faut vraiment se dire que les gènes liés à l'X et à l'Y peuvent vraiment influencer l'expression de l'ensemble des gènes de tout notre génome et sont des agents de biais sexuels en eux-mêmes. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Virginie. Oui, alors bonjour à tous. Donc je reprends la parole pour vous donner quelques illustrations de cet effet, cet effet du sexe dans deux thématiques qui sont effectivement largement investiguées à l'Institut Curie et puis qui correspondent aussi à des topics qui me plaisent beaucoup dans mon activité d'enseignement et de recherche comme maître de conférence, donc en cancérologie et en immunologie, et plus spécifiquement également dans le modèle de souris. Donc j'espère que, nous espérons que cela vous encouragera vous aussi à faire ce même type de démarche de revue assez large sur l'impact du sexe dans les thématiques et les modèles que vous utilisez. Donc si je reprends un des articles dont vient de vous parler Katia, eh bien, il s'agit ici dans cet article de vous montrer l'impact du sexe dans le cancer colorectal. Donc, vous voyez avec les petites iconographies en haut et en bas qu'on va parler ici de l'effet de chromosomes sexuels basé en même temps sur des données à partir de modèles murins, mais également à partir de patients. Donc, en tant que modèle murin, il s'agit d'un modèle inductif Wieling-Creux-RT2 dans les modèles colorectaux, dans les modèles, on va dire, digestifs intestinaux, en s'intéressant à des modèles drivés par la mutation KRAS en même temps sur un fond comportant des anomalies de deux gènes suppresseurs de tumeurs APC et P53. Ce papier montre clairement que l'agressivité des tumeurs KRAS mutées est liée à un effet sexe. Donc, sur la gauche, vous avez les modèles de souris. Et ce que vous voyez clairement, donc les femelles en bleu et les mâles en rouge, vous voyez clairement que dans les modèles, donc ICAP, modèle avec la mutation KRAS, vous avez en fait une survie moindre des souris mâles que des souris femelles. Par contre, si on s'intéresse au modèle de tumoraux KRAS sauvage, donc uniquement APC et P53 avec des anomalies sur ces deux gènes suppresseurs de tumeurs, on perd cette différence liée au sexe entre les mâles et les femelles. Une autre façon d'étudier aussi l'agressivité des tumeurs, ça va être de s'intéresser au stade d'invasion, de dissémination, donc à courte distance au niveau des ganglions N ou bien à distance au niveau des métastases. Et vous voyez donc que les modèles KRAS sauvages sont vraiment peu disséminants. Dans les modèles mutés, oui, il y a plus de dissémination. Et ce qui est clair, c'est qu'il y en a plus chez les mâles que chez les femelles. Et ces données sont retrouvées également dans les cohortes de patients. Vous voyez bien qu'en termes de survie,
de survie globale, il y a une différence avec une survie moindre chez les hommes que chez les femmes porteurs d'une tumeur KRAS mutée, différenciée au sexe qu'on ne voit plus dans les tumeurs KRAS sauvages. Et de la même façon, si on regarde chez des patients qui sont opérés, on voit aussi qu'on a une différence au sexe en termes de survie sans développement de tumeur. Alors, ce papier s'intéresse à trouver une origine quant à ce dysmorphisme sexuel, et ce qui est mis en évidence, c'est que cela passe par le gène KDM5D dont vous a parlé Katia, porté donc par le chromosome Y, et ce qui est trouvé, c'est que finalement la mutation KRAS va conduire à l'activation de ce gène, et in fine, l'activation de KDM5D conduit à une diminution des jonctions serrées, et à une diminution de l'expression des molécules CMH de classe 1, ce qui finalement favorise la dissémination tumorale et également permet l'échappement à la réponse immune anticancéreuse. Et ce qui est intéressant également, c'est quand les auteurs s'intéressent à KDM5C, donc le paralogue de KDM5D sur le chromosome X, par contre là, on ne voit pas de régulation différentielle, que ce soit chez la souris ou chez l'homme, en fonction des tumeurs mutées KRAS ou wild type pour KRAS. Un autre exemple, cette fois-ci, sur l'effet sexe dans les cancers de vessie. Donc là, vous allez voir, ça passe cette fois-ci, c'était trouvé par rapport à l'environnement hormonal. Ce papier utilise la lignée MB49, qui est donc une lignée murine de cellules urothéliales isolées à partir de mâles, qui a subi une carcinogénèse chimique avec du BBN, lui conférant son activité tumorale, et c'est une lignée qui est connue pour avoir perdu le chromosome Y. Lorsque ces lignées cellulaires sont injectées chez la souris, ce qu'on va voir, c'est qu'on a une tumeur moindre chez les femelles que chez les mâles. Et par contre, vous pouvez voir que quand on passe sur des modèles déficients en réponse T ou en réponse B, vous allez avoir un retard, voire aucune différence du tout entre les mâles et les femelles. Et ce papier, étudié à travers un certain nombre d'expériences, met en évidence que ce dysmorphisme sexuel passe par un épuisement des lymphocytes antitumoraux et que cet épuisement passe en fait par la voie de signalisation des récepteurs aux androgènes. Et l'implication de ces récepteurs aux androgènes, comme vous pouvez voir avec 3 références ici supplémentaires par rapport à la diapo précédente, est bien soulignée à la fois dans des modèles murins et également chez les patients. Donc, par exemple, on met en évidence une forte expression des récepteurs androgènes dans les lymphocytes infiltrant les tumeurs CD8+, et cytotoxiques. Et donc, vous imaginez bien que cette surexpression des récepteurs aux androgènes vont être sensibles finalement à un environnement riche en androgènes chez les mâles, alors qu'on va avoir un environnement nettement plus pauvre chez les femmes, et donc avec un signaling complètement différent. Ce qui est mis en évidence également dans des modèles de souris KO pour les récepteurs androgéniques, on va voir à ce moment-là une augmentation du potentiel de prolifération, également des fonctions antitumorales des lymphocytes T CD8+. Dans les cancers humains, cancers colorectaux, également dans les mélanomes cutanés, une corrélation positive est mise en évidence entre l'expression des gènes impliqués dans le signaling des récepteurs aux androgènes et une corrélation positive avec l'expression des marqueurs d'épuisement des lymphocytes infiltrant les tumeurs CD8+, également avec une plus faible fréquence de ces cellules T chez les mâles. Alors, jusqu'ici, je vous ai plutôt donné 2 exemples où le chromosome Y était plutôt impliqué dans un rôle pro-tumoral. Et bien ici, dans cet article, on met plutôt en avant un rôle antitumoral de ce chromosome, donc avec des données à supporter à la fois dans le modèle murin, mais également chez les patients, et qui passent ici par les chromosomes sexuels. Donc, en termes de données de patients, il s'agit en fait, cette équipe a établi un score un score sur de signature d'expression génique du chromosome Y à partir de données du TCGA sur 300 prélèvements chez l'homme d'un cancer de vessie localement avancé au niveau de la musculeuse. Et ce qu'il trouve, c'est que finalement la perte du chromosome Y est associée à un plus mauvais pronostic, ce qu'on connaît déjà dans le cancer de la vessie et de la prostate, et ce que vous pouvez voir ici à gauche, avec le fait d'avoir une meilleure survie lorsque ces tumeurs expriment fortement le chromosome Y par rapport à un score plus faible d'expression Y. Et lorsqu'ils étudient également, ils mettent en évidence l'implication, en fait, d'une corrélation avec le niveau d'expression de KDM5D et de UTY.
Si on s'intéresse maintenant aux données de souris, on travaille toujours sur la lignée MB49, pour laquelle je vous avais dit que cette lignée avait perdu le chromosome Y. Alors, c'est un peu plus complexe. Cette lignée, en fait, à partir de cette lignée, on peut isoler des sous-clones qui vont avoir effectivement bien perdu le chromosome Y et d'autres sous-clones dans lesquels est maintenue l'expression, est maintenu le chromosome Y, tel qu'on peut le voir avec l'expression de gènes spécifiques du chromosome Y. Et ce qu'on voit alors, c'est que lorsqu'on étudie la croissance de ces clones Y+ ou Y-, in vitro, pas de différence de vitesse de croissance. Par contre, une fois injecté à la souris, on voit que la croissance tumorale des lignées Y- est nettement plus rapide que des lignées Y+, dans des souris immunocompétentes, différence que l'on va perdre lorsqu'on travaille sur un fond immunodéficient RAG-gamma-C. Et en travaillant alors avec ces clones Y+ ou Y-, dans lesquels on va travailler sur deux types d'hôtes différents, soit des souris immunocompétentes, soit les fameuses souris RAG-gamma-C, et en travaillant également sur soit une invalidation de UTY ou de KDM5D dans les lignées Y+, ou bien au contraire en rétablissant l'expression de UTY ou dans le KDM5D dans les lignées Y-, on met en évidence à ce moment-là que UTY et KDM5D, donc portés sur le chromosome Y, vont participer à la capacité de la cellule tumorale à échapper ou non à la réponse immune. Un autre exemple, cette fois-ci, dans le cas des lymphomes B, avec des données avant tout sur la souris, à partir de souris de deux génotypes différents de lignées transgéniques, les souris MYC qui vont surexprimer MYC dans le lignage B, avec ou non des anomalies spécifiques sur P53. Ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque l'on étudie sans discriminer les sexes, quand on poule les mâles et les femelles, on ne voit pas de différence entre la lignée qui est uniquement de souris qui porte uniquement l'anomalie sur une surexpression de MYC dans le lignage B, de la lignée qui comporte également une anomalie sur P53. Ce qui est intéressant, par contre, c'est lorsqu'on discrimine ces 104 animaux en fonction du génotype et en fonction du sexe, vous voyez bien que ressort vraiment clairement les souris mâles P53 wild type et MYC qui, par contre, présentent un phénotype moins agressif. Et des données ensuite, donc il va être analysé finalement la perte chez ces femelles qui sont P53 wild type et MYC va être étudiée dans cette étude. Pourquoi finalement ces souris femelles perdent l'avantage de la protection assurée par P53 wild type, et des données qui sont ensuite c'est revenu. Dans les souris, puis ensuite chez l'homme, le gène ACKR4 a été mis en évidence comme impliqué justement dans cette différence d'agressivité entre les mâles et les femelles lorsqu'on étudie la voie P53 et pour les patients dans les lymphomes de Burkitt. Alors on a parlé, Katia vous a parlé de l'échappement à l'inactivation du X, et ça va être notamment important pour les gènes suppresseurs de tumeurs qui sont exprimés sur le chromosome X. Comme vous savez, il est communément accepté aujourd'hui, même s'il y a quelques exceptions, que les gènes suppresseurs de tumeurs confèrent un avantage sélectif aux cellules lorsque les deux allèles sont inactivés. Eh bien, vous imaginez bien que lorsqu'on est sur le chromosome X, chez l'homme, il n'y en a qu'un, chez la femelle, habituellement, vous en avez un des deux qui est inactivé. Vous imaginez bien dans ces cas-là, lorsqu'il y a un échappement à l'inactivation du X, il y a alors à ce moment-là un avantage sélectif pour les femelles sur la protection vis-à-vis du cancer. Alors pourquoi on s'y intéresse? Eh bien parce qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de gènes suppresseurs de tumeurs, de potentiels gènes suppresseurs de tumeurs qui ont été identifiés dans les cancers humains, exprimés, codés sur le chromosome X, gène qu'on va retrouver également dans d'autres mammifères. Alors, quand on travaille en cancérologie, bien évidemment, on est amené très souvent à faire des tests d'efficacité de différentes chimiothérapies. L'occasion donc de rappeler qu'il y a un dysmorphisme sexuel qui est vraiment bien établi sur l'activité, par exemple, de cytochromes, d'enzymes qui vont jouer dans la
des différentes chimios qui sont utilisées et des données aussi bien chez les patients que chez les souris. Alors, si on passe maintenant un peu plus à l'immunologie, une diapo ici juste pour vous montrer qu'un grand nombre de gènes présents impliqués en immunologie sont codés sur le chromosome X avec donc un potentiel impact du sexe en immunologie. Alors, juste rapidement, un des articles dont vous a parlé déjà Katia sur l'effet sexe dans le cas de la réponse immune innée. Il est clairement établi là dans ce papier, à la fois par l'étude de cohortes de patients, mais également avec des données de souris, que finalement, vous avez chez les mâles un nombre plus important de cellules NK, par contre avec des fonctions diminuées si on s'intéresse à la capacité de production d'interférons gamma, avec donc un nombre plus important, avec une production plus forte d'interférons gamma, mais un nombre de cellules NK moins forte, et que cela est lié en fait à l'expression, au niveau d'expression du gène spécifique codé par le chromosome X, qui est UTX. Et finalement, dans ce papier, ce qu'on voit, c'est que ce soit en conditions physiologiques ou bien en conditions dans un contexte inflammatoire, qu'on va avoir une différence du coup dans ces cellules NK en termes de nombre et en termes de fonction, en fonction du sexe de l'individu. Alors maintenant qu'on vous a illustré à travers la cancéro-immunologie quelques exemples d'effets de l'impact de ce sexe, finalement, comment on fait pour en tenir compte dans ces expérimentations? Un premier point, ce qu'on a pu faire là dans la recherche de ces illustrations, c'est finalement se dire que systématiquement, lorsqu'on fait sa recherche sur PubMed, c'est d'introduire la notion de sexe, de mâle et de femelle, de biais liés au sexe, de chromosome X, chromosome Y, pour étudier sa thématique. Ne pas hésiter aussi à bien connaître finalement, lorsqu'on travaille sur un gène candidat, savoir est-ce qu'il est codé par le chromosome X ou le chromosome Y. On voulait également vous rappeler les positions internationales en termes également de financement et en termes de recommandations. Par exemple, ici, ce qui vous est montré avec ces petites icônes, les financeurs tels que NIH vous rappellent que le sexe, alors en clinique, ça va être le genre également, doivent être considérés aux différentes étapes de votre recherche, à la fois au moment du design expérimental, lorsqu'on collecte les informations, on collecte bien en même temps pour déterminer si l'information vient d'un individu mâle ou femelle. On va également analyser les données en regard de ces informations sur le sexe et également au moment de la communication, on ne va pas oublier de bien préciser de quel sexe il s'agit. Alors le NIH, je pense que tout le monde en est bien conscient, ça fait maintenant une dizaine d'années que le NIH ne finance que des études cliniques et précliniques dans lesquelles les deux sexes sont analysés. Si on regarde un peu au niveau de la Commission européenne, vous avez une position également analogue sur l'importance de considérer l'effet sexe, où par exemple, là clairement dans cette police de Horizon 2020, il est clairement dit qu'on peut n'étudier qu'un sexe que si on est sur un phénomène qui est lié au sexe. L'exemple classique, c'est le cancer des ovaires ou le cancer de la prostate. Ou bien on s'intéresse à un sexe parce qu'on sait que justement, il manque des données sur un sexe donné dans une pathologie, dans une condition physiologique. Ou bien parce qu'on a des données statistiques robustes qui mettent en évidence qu'il n'y a pas d'effet sexe dans le paramètre qui est étudié. Alors, vous avez certainement parmi vous déjà entendu parler de ces Sager Guidelines for Sex and Gender Equity in Research, puisque ces données, là comme je vous ai mis dans ce petit encart ici, ces guidelines font partie déjà des instructions pour auteurs de 3 leaders éditoriaux, Cell, Nature et Springer, qui vous encouragent justement à en tenir compte dans vos recherches. Et là, vous voyez bien que le Nature a également communiqué sur l'importance déjà de reporter le sexe dans les études. Donc juste l'exemple ici de la checklist, peut-être qu'on vous a déjà demandé dans une revue de papier d'intégrer le sexe dans votre abstract, de préciser dans vos résultats sur quel sexe il y est. Donc là, on est vraiment
pas dans le design expérimental ou ça peut être dans la justification, pourquoi vous avez travaillé que sur un seul des deux sexes. Mais là, ces guidelines déjà à cette étape-là soulignent bien le fait de reporter les deux sexes à étudier. Un autre point qui nous semble vraiment très important, c'est l'aspect biostatistique. Parce que bien évidemment, une des premières questions qui se pose est est-ce que lorsqu'on travaille finalement sur l'effet sexe, cela risque dans un certain nombre de cas d'augmenter le nombre d'animaux à analyser et est-ce qu'on n'est pas contraire à ce moment-là à l'approche des 3 R avec la réduction. Donc c'est pour ça que je vous montre ici un tableau sur finalement la considération actuelle aujourd'hui des 3 R. Donc, vous voyez, c'est extrait du NC3R, le site vraiment de référence historique sur la promotion des 3 R, qui met bien que la réduction, ça ne veut pas dire minimiser le nombre des animaux, mais c'est un design approprié, avec donc des analyses appropriées d'animaux pour permettre d'obtenir des données robustes et reproductibles. Le NC3R va même plus loin dans sa considération de l'effet sexe. Ce qui est avancé, c'est que le fait qu'il n'y ait pas le fameux a priori, il n'y a pas de différence attendue liée au sexe, n'est pas une justification pour ne pas étudier les deux sexes. Le fait d'avoir une variabilité chez les femelles n'est pas non plus une justification suffisante pour se dire je ne vais pas travailler sur les femelles. Et donc, finalement, là, il faut se poser déjà la question et pouvoir démontrer qu'il n'y a pas d'effet sexe pour pouvoir se dispenser d'analyser les deux sexes. Donc, comment ça se passe également en termes de design expérimental? Donc, là encore, ce qui est important, c'est que ces données proviennent, là encore, du site NC3R. Lorsque on peut distinguer dans notre design expérimental 2 cas séparés. Soit on considère, et d'après les quelques données de la littérature, a priori, le sexe n'a pas d'effet. Dans ces cas-là, on va ce qu'on appelle utiliser comme facteur de blocking ou comme facteur de nuisance. Il y a différentes appellations. Donc finalement, par rapport à la taille de l'échantillon qu'on a calculé, on va juste le diviser en 2 et répartir de façon similaire le nombre de mâles et le nombre de femelles dans cet échantillon. Par contre, si le sexe a potentiellement un impact sur les résultats expérimentaux, là, il va falloir calculer. On sait qu'il faudra une augmentation du nombre, mais là, ce n'est pas du tout contraire à la règle des 3 R puisqu'on va être plus robuste et qu'on va avoir un gain de connaissance en analysant justement les deux sexes. Et là, on va calculer, ça peut aller jusqu'à x2, mais ça, tout dépendra de l'effet attendu finalement de l'effet sexe sur les autres paramètres étudiés. Donc, rapidement aussi, on a un certain nombre d'informations justement à travers des cours qui sont disponibles. Donc, Edith Heard, professeure au Collège de France, avait donné en mars 2023 un certain nombre de cours qui sont toujours disponibles en ligne en français. Et puis, comme vous voyez, vous avez aussi du e-learning disponible auprès du NIH sur justement la considération de l'effet sexe. Alors vraiment très rapidement, pour ceux qui veulent absolument décortiquer l'effet sexe en s'intéressant à est-ce que l'effet est lié à une composante hormonale ou bien à une composante chromosomique, eh bien il existe un modèle, le modèle FCG de souris pour lequel on va pouvoir, dans ce modèle transgénique, vraiment disséquer clairement le rôle des chromosomes versus le rôle des hormones. Donc, pour terminer, on est bien conscient qu'aujourd'hui, le séminaire est centré sur le rôle du sexe et que le sexe n'est pas la seule variable qui va impacter nos résultats expérimentaux. Ce serait trop beau. On sait bien qu'il y a bien d'autres paramètres dont il faut tenir compte, que ce soit l'âge, le fond génétique, que ce soit l'âge souche ou le nombre de backcross, l'unité expérimentale. Donc, un certain nombre finalement d'éléments qui sont déjà repris dans les guidelines ARRIVE. On vous a parlé de préclinique. Katia vous a parlé également aussi de chez l'homme, mais la question se pose également pour votre gouverne également dans les lignées cellulaires et dans les cultures primaires de cellules, comme on peut voir ici dans la revue. Et là aussi, on s'est intéressé en cancérologie, en immunologie, dans le modèle murin, mais bien évidemment, il y a d'autres topics qui méritent d'être étudiés à la lumière de cet effet sexe et dans d'autres espèces, que ce soit des mammifères, mais également des oiseaux, des reptiles. Et pour cela, on est très content de continuer cette étude avec INRAE. Et juste en bas, ce qu'on vous montre ici, c'est quelques articles entre 2022 et 2024 sur différentes thématiques qui soulignent bien le rôle de l'effet sexe dans ces thématiques de recherche. Donc finalement, personne n'échappe à cet effet sexe.
Donc, pour finir, un grand remerciement à Athanasia et à Susanna pour l'invitation pour ce séminaire et on attend vos questions avec plaisir.